Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Trésor. L'effervescence gagne le Royaume-Uni, le bébé arrive, Kate est depuis ce matin à la maternité où nous retrouverons Claude Samper, notre envoyé spécial dans un instant. Le travail a commencé, précise Buckingham. It's a boy, l'annonce de la naissance du fils de Kate et William résonne depuis hier soir dans le monde entier. Dans un instant, nous irons à Londres retrouver nos envoyés spéciaux pour prendre des nouvelles de la mère et de l'enfant. Un enfant qui n'a pas encore de prénom, Vincent Mélan, spécialiste de la royauté, nous en dira plus sur la vie et sur l'avenir de ce jeune prince. Nous irons également à Londres prendre des nouvelles de William, de sa femme et du petit prince qui ont reçu une visite de la reine ce matin. Certains détails de la présentation du bébé hier soir ont pu vous échapper, des détails qui ont leur importance, décryptage et explication avec nos envoyés spéciaux en Angleterre. Le Royal Bailey, alors ça c'est vraiment extrêmement important. Hein. Les médias nous ont cassé les pieds pendant 15 jours avec cette histoire. Et France Télévisions, ils n'ont pas envoyé un, ni deux, ni trois, mais 4 journalistes pour couvrir ce pseudo-événement en Angleterre. Alors pour le Bilderberg, on n'envoie personne. Mais ça, pour la naissance d'un bébé royal, ça, on envoie 4 journalistes. C'est quand même fort. Hein. Salut à tous, bienvenue pour ce 38e numéro des infos dont on parle peu. Alors comme vous me manquiez déjà, j'ai pris la décision de faire un dernier numéro avant de se mettre en mode vacances. Alors pour ce numéro, on va parler d'infos internationales, on va faire encore un tour du Moyen-Orient, on va parler d'économie, on va parler des dettes, on va parler de l'austérité, et on va parler de santé-environnement, on va parler du nucléaire, de Fukushima. Alors attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales en commençant par l'Iran, qui a exprimé dimanche dernier son opposition à l'accord pour la reprise des négociations entre Israël et les Palestiniens, en affirmant que l'entité sioniste n'acceptera pas de retrait des territoires occupés. Alors ça faisait suite à l'information de la semaine dernière où je vous disais la reprise des négociations entre Israël et la Palestine. On continue avec Israël et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui fait son Netanyahou show encore une fois. Il a appelé mercredi dernier à une plus grande pression sur l'Iran, sur son programme nucléaire, alors qu'il rencontrait le ministre des Affaires étrangères japonais Fumio Kishida. Je cite « Je pense que nous avons besoin d'augmenter la pression sur l'Iran. C'est seulement en faisant cela qu'il y aura de véritables changements dans l'attitude de ce pays. » Il continue « Israël et le Japon font face à 2 États qui développent des programmes d'armes nucléaires dangereuses. » Ça fait référence à la Corée du Nord. Puis il continue « Nous savons parfaitement bien la menace que les régimes irrationnels et extrémistes qui souhaitent acquérir des armes nucléaires et des missiles balistiques représentent pour la sécurité de nos États et les pays du monde entier. » Fin de citation. On continue avec l'Irak. Et le 20 juillet dernier, 10 voitures piégées ont fait au moins 60 morts et quelques 190 blessés dans une série d'attentats coordonnés visant des rues commerçantes à majorité chiite de Bagdad. La plus sanglante offensive dans la capitale depuis le début du Ramadan, selon les policiers. Alors 2 engins piégés ont également explosé, un dans la capitale et un à Madaïn, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bagdad, où 5 personnes ont été tuées. Au total, 4 voitures piégées ont explosé dans les quartiers sud de la capitale, 2 dans le centre, 2 dans le nord et 2 dans l'est. Une autre information à propos de l'Irak, le 21 juillet dernier, 500 prisonniers terroristes se sont évadés de la prison d'Abu Ghraib. C'est ce qu'a déclaré Hakim al-Zamili, membre de la commission de la sécurité et de la défense du Parlement irakien. Chouanta, un député kurde, membre de cette commission, a estimé pour sa part qu'entre 500 et 1000 détenus s'étaient évadés après l'attaque d'Abu Ghraib et de la prison de Taji au nord de Bagdad. Les combats ont duré près de 10 heures et ont causé la mort de 41 personnes, selon des sources médicales. On passe à la Syrie maintenant, avec un nombre croissant de rebelles syriens qui signent une amnistie négociée avec les autorités syriennes. Tout cela parce qu'ils sont déçus par la tournure extrémiste que la révolution en Syrie a pris. Ils sont épuisés après 2 années de conflit et ils sentent qu'ils perdent. Dans le même temps, les familles des combattants repentis ont commencé tranquillement à regagner les territoires contrôlés par le gouvernement, considérés comme un endroit sûr pour y vivre, alors que le régime maintient sa pression militaire intense contre les zones tenues par les rebelles.
Ce mouvement est un signe de la confiance croissante du régime qui a mis en place un ministère de la Réconciliation, ayant pour tâche de faciliter la voie à d'anciens opposants pour revenir du côté du gouvernement. Ali Haider, le ministre en charge, déclare, je cite, « Notre message est le suivant. Si vous voulez vraiment défendre le peuple syrien, déposez vos armes et venez défendre la Syrie dans le droit chemin à travers le dialogue. » On continue maintenant avec l'Afghanistan, où 3 soldats de l'OTAN et un interprète ont été tués mardi dernier par un kamikaze taliban monté sur un âne qui s'est fait exploser au passage d'un convoi militaire dans la province de Wardak, au sud-ouest de Kaboul. Les forces internationales de l'OTAN en Afghanistan, l'ISAF, a confirmé dans un communiqué la mort de 3 de ses soldats sans divulguer leur nationalité. Et l'attaque a été revendiquée par un porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid. On va au Liban maintenant, où l'Union européenne a ajouté la branche armée du Hezbollah sur la liste des terroristes. Les États-Unis applaudissent. Du côté libanais, on dénonce un lobbying très poussé de l'ami Netanyahou et on demande à l'Union européenne de revoir sa décision. On parle de l'Égypte maintenant, et cette semaine, 4 morts dans des affrontements entre pro et anti-Morsi. Alors maintenant, les affrontements sont pratiquement quotidiens dans la capitale égyptienne et on est tout près de la guerre civile. On parle des États-Unis et de l'espionnage toujours, puisque le gouvernement a obtenu le renouvellement de la permission de collecte des métadonnées alors qu'elle expirait vendredi dernier. Le Fisc Foreign Intelligence Surveillance Court, l'autorité compétente en matière de renseignement, vint d'accorder au gouvernement américain le renouvellement de la permission de collecter en vrac les métadonnées. Celle-ci expirait le 26 juillet. États-Unis toujours et espionnage toujours. Le 24 juillet dernier, un amendement était débattu à la Chambre des représentants aux États-Unis. L'amendement avait comme but de tenter de freiner considérablement le programme d'espionnage de la NSA, qui recueille des relevés téléphoniques de millions d'Américains et partout dans le monde. Après un débat tendu sur l'équilibre entre la vie privée et les efforts du gouvernement pour trouver des terroristes, l'amendement a été rejeté pour 12 voix. La mesure a été battue de justesse, 205 voix contre 217, après un lobbying de dernière minute par l'administration Obama et les membres de la Chambre qui présentent le programme comme crucial pour la sécurité nationale. On parle de la Bulgarie où ça chauffe très très fort depuis plus de 40 jours là-bas, puisque des manifestations anti-gouvernementales et contre l'oligarchie secouent la Bulgarie donc depuis 40 jours et se sont durcis avec le siège du Parlement dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Mais le calme a été restauré mercredi soir. Une trentaine de députés et 3 ministres étaient restés bloqués au Parlement pendant 9 heures. Une première tentative d'évacuation dans un car de police avait échoué mardi soir, provoquant des accrochages qui ont fait une vingtaine de blessés, dont 5 policiers. Plus de 4000 personnes, selon la police, manifestaient à nouveau mercredi soir, sans incident, devant le siège du gouvernement et le Parlement à Sofia, tout en scandant « mafia » ou « démission ». Ils portaient aussi des banderoles abordant des messages tels que « Nous voulons vous voir en prison ». Selon Maria Angelova, 33 ans, une manifestante accompagnée de ses 2 enfants, la tension a explosé hier, c'était inévitable. 40 jours que nous manifestons sans être entendus. On attaque la partie économie et on va parler des autoroutes. Et ça va sûrement plaire aux automobilistes qui sont en route pour leurs vacances, puisque la Cour des comptes dénonce la cherté des péages autoroutiers qui avait augmenté de 1,9% le 1er février 2013. Ça, c'est dans un rapport qui a été publié mercredi 24 juillet. La Cour des comptes reproche également à l'État de ne pas assez s'imposer dans la fixation des tarifs négociés avec les sociétés autoroutières depuis leur privatisation en 2006. Les relations entre l'État et les groupes privés Vinci, APRR et SANEF, qui représentent à elles seules les 3/4 du réseau autoroutier français, sont fixées par des contrats de concession. Le rapport de force apparaît plus favorable aux sociétés concessionnaires qu'au pouvoir public, juge la Cour des comptes. Ce bras de fer faussé se fait au détriment des usagers qui voient le prix des péages augmenter pour financer l'entretien et la modernisation des autoroutes, ainsi que le réaménagement vert. D'après l'institution, le système retenu pour calculer l'évolution des tarifs a ainsi conduit à des augmentations supérieures à l'inflation. Au final, Vinci Autoroutes, APRR et SANEF ont touché en 2011 7,6 milliards d'euros grâce aux péages. On parle maintenant de PSA et les salariés de cette entreprise qui vont attendre la rentrée pour se faire croquer tout cru.
En effet, les discussions entre direction et syndicats portera à la rentrée sur une plus grande souplesse des horaires en fonction de la production, sur l'utilisation des compteurs RTT et surtout sur le chômage partiel. Les équipes devront pouvoir être beaucoup plus autonomes. Après PSA, on parle de Renault, puisque le constructeur automobile français, l'une des dernières grandes entreprises européennes encore en activité en Iran, envisage de se retirer de ce pays par rapport aux sanctions internationales adoptées à l'encontre de Téhéran. Un retrait du marché iranien pourrait se révéler onéreux pour Renault en raison du manque à gagner en termes de vente et de possibles dépréciations d'actifs. L'Iran ne représente plus que 2% des ventes mondiales de Renault, mais les répercussions d'un retrait de ce pays pourraient être importantes si le groupe devait déprécier la valeur des composants non payés ou dont le paiement ne peut être rapatrié d'Iran, selon les proches du dossier. Renault est présent en Iran depuis de nombreuses années. Il vend des composants qui sont ensuite assemblés par son partenaire Iran Khodro. Renault a vendu 28 082 composants à son partenaire iranien au premier semestre, un nombre en baisse de 48% par rapport à la période correspondante en 2012. Et les responsables de Renault soulignent que le marché automobile iranien a parallèlement chuté de 41%. La part de marché du groupe français en Iran a reculé de 8,8% sur les 6 premiers mois de l'année, contre près de 12% en 2012. On parle maintenant de l'austérité. Les données publiées par l'Institut européen des statistiques Eurostat sont éloquentes en ce qui concerne l'échec de la gestion de la crise des dettes européennes. Elles montrent en effet que les pays qui ont appliqué les mesures de restriction budgétaire les plus drastiques ont vu leur dette publique augmenter de manière très importante. En Grèce, elle a explosé pour passer de 136% du PIB au premier trimestre 2012 après le haircut à 160% du PIB aujourd'hui, son niveau d'avant restructuration. En Espagne, elle est passée de 73% à 88% du PIB sur la même période. Et au Portugal, de 112% à 127% du PIB en un an. L'Irlande, érigée en exemple par les tenants des coupes budgétaires, ne fait pas mieux. Sa dette publique atteint désormais 125% du PIB, alors qu'elle représentait que 106% de la richesse nationale un an plus tôt. Quant à l'Italie, qui vient de sortir de la procédure de surveillance pour déficit excessif, pour avoir rempli ses objectifs, elle n'est pas non plus en reste. Même si la progression est moins spectaculaire, en un an, sa dette publique est passée de 123% à 130% du PIB. Je vous parle des dettes publiques de ces pays qui sont données en pourcentage du PIB. Bon, alors pour la France, faut quand même savoir qu'on en est à 92,9% du PIB pour le premier trimestre de cette année. Cependant, les statistiques officielles donnent une image totalement incomplète de la dette publique. Un calcul récent sur l'ampleur de la dette publique implicite nous apprend que, pour la France, elle s'élève à 356% du PIB. Avec la dette publique effectivement atteinte fin 2012, cela nous donne une dette publique totale de 442% du PIB. La dette publique non exprimée dans les statistiques officielles, mais qui est très réelle à cause des engagements pris par les gouvernements et deviendra très réelle durant les décennies à venir. Cette dette à venir est appelée dette implicite. La dette contractée jusqu'à aujourd'hui est la dette explicite. Donc, comprenez bien, la dette jusqu'à maintenant, dette explicite, mais par contre tous les engagements, c'est-à-dire toutes les retraites qu'on va devoir payer, tous les remboursements qu'on va devoir faire, c'est la dette implicite. Et là, on en est à 442% du PIB au niveau de la dette de la France. On va parler maintenant des retraites, puisque l'organisation patronale MEDEF, prenant acte du refus du président de la République de relever l'âge légal du départ à la retraite, réclame une hausse de la durée de cotisation sans tarder. Le MEDEF est arrivé avec des propositions radicales dans le bureau de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales. Dans un document présentant ses 24 propositions pour équilibrer durablement les régimes de retraite, l'organisation patronale livre ses pistes pour que le régime retrouve un équilibre financier d'ici 7 ans au plus tard. Pas question pour les représentants du patronat d'augmenter les cotisations sociales parmi les plus élevées d'Europe. Je cite, « Aucune hausse de cotisation de retraite ne sera être tolérée, sauf dans l'hypothèse d'une réforme du financement de la protection sociale impliquant une baisse au moins équivalente des charges pesant sur les entreprises. » Donc le MEDEF refuse toute hausse des cotisations sociales. Je continue. Le patronat plaide surtout pour une réforme jouant sur les deux leviers que sont le relèvement de l'âge légal du départ à taux plein de 62 à 63 ans et la durée de cotisation
qui aurait pu passer des 41 ans et demi prévus en 2020 à 43 ans cette même année. Mais le MEDEF a compris que François Hollande refusait de toucher à l'âge légal. Il s'adapte donc et propose d'augmenter très vite le nombre d'années nécessaires à un départ à taux plein. 41 ans et demi de 2016 au lieu de 2020, 44 ans en 2020, une durée qui dans la pratique reviendrait au même qu'un départ à 64 ans pour les salariés ayant commencé à travailler à 20 ans ou qu'un départ à 67 ans pour les diplômés Bac+5. On parle maintenant de pétrole, puisque dans un endroit pratiquement inhabitable de l'Australie du Sud, une découverte a été faite qui pourrait secouer le monde. Certains disent que c'est la plus grande découverte de pétrole depuis 50 ans. Plus tôt cette année, une société appelée Link Energy a annoncé que les tests avaient relevé qu'il y avait un minimum de 3,5 milliards de barils équivalent pétrole assis sous plus de 65 000 km² de terre qu'ils possèdent dans le bassin d'Arkaringa. Mais c'est le nombre minimum. Il a été détecté finalement qu'il pourrait y avoir jusqu'à 233 milliards de barils de pétrole récupérables dans la région. Si cela s'avère être exact, l'huile assise sous cette terre vaut environ 20 milliards de dollars et il serait à peu près équivalent à la quantité totale de pétrole assis sous les sables d'Arabie Saoudite. Voilà de quoi changer la donne énergétique et la géopolitique mondiale. On termine la partie économie avec un petit coup de chapeau à Bruno Boulevcade qui en est à plus de 435 jours devant la Société Générale, aujourd'hui sous une chaleur étouffante, alors que quelques-uns d'entre nous s'apprêtent à partir en vacances. Une petite pensée pour Bruno. On attaque la partie santé-environnement et on va attaquer par le nucléaire, puisque le ministre français de l'écologie, Philippe Martin, a annoncé que la centrale nucléaire de Fessenheim serait fermée, je cite, d'ici au 31 décembre 2016, conformément aux engagements de François Hollande. Donc il faudra suivre cette affaire de près. Entre parenthèses, il y a quelqu'un sous cette petite info dans Facebook qui m'a marqué. Elle ne fermera pas en 2016, j'y travaille, et vu les investissements, ça m'étonnerait. Donc on va suivre ça d'assez près. On continue de parler nucléaire, on va parler Fukushima, puisque le coût pour dissiper la pollution laissée par l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima pourrait totaliser 58 milliards de dollars, près de 6 fois plus de ce qui est actuellement alloué par les autorités japonaises, selon une nouvelle étude. L'Institut national de sciences industrielles et technologies avance que la décontamination coûtera au minimum 32 milliards de dollars, mais pourrait s'élever à 58 milliards de dollars. Le budget de l'État actuellement alloué au nettoyage est seulement de 10 milliards de dollars environ. On parle maintenant du contrôle du climat, puisque la CIA a en partie financé une étude de 630 000 dollars sur comment contrôler le climat avec la technologie de la géo-ingénierie. Ça, c'est un secret de polichinelle, hein. Ça fait longtemps que ceux qui s'intéressent un peu aux actualités le savent. Alors, il a également été longuement rapporté que le gouvernement chinois avait créé des nuages avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2008 afin de provoquer une averse ailleurs et garder le stade sec. Les manipulations de la météo ont été plus récemment dans les journaux après des affirmations de certains commentateurs américains comme quoi les tornades dévastatrices dans l'Oklahoma et d'autres événements météorologiques extrêmes comme l'ouragan Sandy ont été créés par le gouvernement américain en utilisant le parc d'antennes HAARP en Alaska. On passe à la plateforme pétrolière Hercule plateforme numéro 265 qui a explosé il y a quelques heures au large de la Louisiane. Alors tous les salariés ont été évacués. Pour le moment, on ne sait pas quel est l'impact sur l'environnement. Et assez curieusement, en fait, on n'en a pas trop entendu parler, que ce soit dans les médias américains et encore moins en Europe et en France. Seul le site internet de Fox News a relevé l'info. Il y a quand même un sacré silence sur cette information. À suivre donc. On termine cette vidéo avec les pesticides en France, puisque pour le Commissariat général du développement durable, la contamination par les pesticides est quasi généralisée. Dans 35% des cas, l'eau est même jugée, je cite, impropre à la consommation humaine. La contamination par les pesticides des cours d'eau en France est quasi généralisée, les grandes régions agricoles ou viticoles du bassin parisien, du nord et du sud-ouest étant les plus touchées. C'est ce qu'indique le Commissariat général au développement durable. Je cite, la contamination des cours d'eau est quasi généralisée en France, essentiellement par les herbicides en métropole et les insecticides en outre-mer. Voilà ce qui est écrit dans le rapport qui date du 22 juillet dernier. Les zones les plus touchées sont les grandes régions céréalières, maraîchères ou viticoles, qui sont dans le nord de la France, le bassin parisien, le sud-ouest, l'amont du Rhône et la Martinique. Seuls 7% des points en sont exempts.
Ils sont majoritairement situés dans les régions peu agricoles ou à agriculture peu intensive, soit le quart sud-est de la France et l'Auvergne. Dans les zones de grande culture comme le bassin parisien, le sud-ouest et le nord de la France, certains secteurs dépassent les 5 microgrammes par litre, seuil au-delà duquel l'eau est impropre à la fabrication d'eau potable. Plus de 20 pesticides différents ont été décelés sur 18% des points de mesure, selon le commissariat. Les nappes souterraines semblent, elles, moins contaminées que les cours d'eau. Et en 2011, 4 de l'ensemble des 176 aquifères surveillés présentaient une concentration totale supérieure à 0,5 microgrammes, notamment la nappe de Beauce en région parisienne ou dans le Vaucluse. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Cette fois-ci, je pars vraiment en vacances. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous dis, restez bien informés. Restez bien les yeux ouverts en août, parce qu'il se passe toujours des trucs en août. Rendez-vous à la rentrée. Bonnes vacances à tous. Ciao.